Salut les amis, et bienvenue à ma nouvelle émission, Le Joueur du Gravier. Et autant dire qu'aujourd'hui, on va en bouffer du gravier. Car nous allons tester le jeu 2001, l'Odyssée de l'espace sur NES. Alors espérons que ce soit bien, car en général, les adaptations de films, c'est pas super génial, et pas super fidèle non plus. Allez hop, on envoie. Bien, déjà l'intro pour une NES, c'est pas mal. Ah, y a même la musique. Waouh, ça en jette. Écoutez. Tadam! Allez, passons au jeu quand même. Bon bah déjà c'est moche. C'est pas très animé. Hop, la banane. Waouh, 2 points. Je crois qu'il faut aller assassiner le singe qui est en face. Ah putain, un monolithe! Eh merde! Allez, passons au niveau suivant. Oh putain, c'est lent. C'est très lent même. Je suis pas prêt d'atteindre le drapeau en haut à droite à ce rythme. Mais putain, ils prennent pas leur guronzan les développeurs ou quoi? Allez, mine-toi le cul! Allez, merde! Putain, là au moins c'est vraiment fidèle au film. Putain, mais pourquoi je suis mort? Allez, il y a au moins des continues, j'espère. Ah putain! Et j'ai fait que 2 points sur 999 999 points possibles pour gagner. Mais putain! En plus d'être chiant comme le film, c'est super dur. Bon, pour un jeu comme ça, y a qu'une solution. Bonjour, je me présente Monsieur Or, et aujourd'hui nous allons causer d'un film de Mario Bava, adapté d'une bande dessinée italienne qui aujourd'hui est considérée comme culte par un petit nombre de cinéphiles, c'est-à-dire Danger Diabolique. Déjà, parlons de la BD. Diabolique est un monument de la bande dessinée italienne et est, avec Tex Wailer, l'un des héros les plus populaires de ce qu'on appelle les fumettis, le nom qu'on donne aux BD italiennes. Diabolique est créé par 2 sœurs, Angela et Luciana Giussani. Probablement inspiré du héros français Fantomas, il est un voleur sans scrupules aidé dans sa tâche par la belle et vacante. Pourchassé sans cesse par l'inspecteur Ginko, la BD n'est pas avare en érotisme et en violence, et est bien entendu pas destinée pour le jeune public. Le héros n'hésitant pas à tuer si cela lui est nécessaire, car il a guère de morale et se soucie principalement de son sort. On est loin du héros de BD habituel genre Tintin. Et autant dire que dans la société des années 60, il était très mal vu d'avoir ce genre de lecture, et c'est compréhensible en même temps. Faire d'un voleur sans scrupules le héros d'une BD, c'est un peu comme si on faisait de la famille Balkany les héros d'un sitcom. Mais passons au réalisateur du film, Mario Bava. Pour ceux qui le connaissent pas, je vais essayer de vous le présenter rapidement, même s'il y a tellement de choses à dire sur lui. Souvent considéré comme un maître de l'épouvante et le père du giallo, il a pourtant œuvré dans de nombreux autres genres, tels le péplum, le western ou de la science-fiction comme l'excellent La Planète des Vampires. Reconnu pour son sens de la mise en image, notamment sur ses jeux de couleurs, d'ombre et de lumière, il est reconnu aujourd'hui comme un maître en matière de baroque et de gothisme, faisant d'image un personnage à part entière de ses œuvres. Comme par exemple les couleurs qui ont souvent un impact sur l'aspect psychologique des personnages qu'il filme, sans parler de ses plans très dynamiques. Et pourtant il faut savoir qu'il tournait souvent ses films très rapidement, le temps de tournage de ceux-ci pouvant durer juste quelques jours. Spécialiste pour transformer le plomb en or, s'accommodant parfaitement de faibles budgets qu'il se fera un plaisir de sublimer. Et maintenant passons à la jeunesse du film. Il faut savoir qu'un film sur Diabolique avait failli voir le jour en 1965, avec Jean Sorel dans le rôle, mais pour d'obscures raisons celui-ci ne fut jamais tourné. L'année suivante, un producteur du nom de Dino De Laurentiis achète les droits de la bande dessinée pour une adaptation. Et les sœurs créatrices de la bande dessinée et le producteur décident alors de choisir comme réalisateur un certain Mario Bava. Ce qui plaît fortement au producteur car le réalisateur est plutôt réputé pour respecter les budgets et les délais de tournage des films sur lesquels il travaille. Pour Mario Bava, il s'agira ici du plus gros budget de sa carrière. Ne reste plus qu'à compléter le casting. Tout d'abord, Alain Delon est envisagé, mais cette option est vite écartée, sûrement en raison du salaire de l'acteur. Et le rôle finira par revenir à Jean-Philippe Lowe qui vient de tenir un rôle en Italie dans Barbarella de Roger Vadim. Et comme il est sur place, qu'il a le profil pour le rôle, emballé c'est pesé. Par contre, pour le rôle de la comparse de Diabolique et vacante, ce fut plus compliqué pour le choix. La célèbre Catherine Deneuve a tout d'abord été engagée, mais l'ambiance tombe rapidement court sur le tournage, et Bava n'est pas satisfait de l'actrice, et d'un commun accord, celle-ci quitte finalement le tournage pour être remplacée par la très belle Marie Samel. On perd pas vraiment au change. Je voudrais aller jusqu'au prochain village. Et dans le rôle du commissaire Ginko qui essaye de déjouer les machiavéliques plans de Diabolique, nous retrouvons une grande figure du cinéma français, c'est-à-dire Michel Piccoli. Un seul homme me préoccupe plus que tous les gangsters du monde. Diabolique. Pour l'histoire du film, on se démarque pas trop de la bande dessinée d'origine, sauf que la violence a été atténuée, mais heureusement ça reste sexy. Donc on suit les aventures du voleur et de sa compagne, qui commencent alors le film avec un vol très audacieux.
réalisation de Bava est bien entendu, comme à son habitude, totalement en adéquation avec le sujet qu'elle traite. On penserait vraiment être dans une bande dessinée, c'est coloré, totalement pop art, et le rythme est franchement soutenu, c'est sans temps mort. Le film assume totalement le fait d'être une adaptation d'une bande dessinée puérile, mais au lieu de traiter le sujet de haut, Mario Bava rend très bien hommage au contraire aux médias d'origine. Le tout sublimé par la musique très 60s de Ennio Morricone. Ah, les mauvaises langues diront oui, mais c'est super kitsch ton truc. Mais justement, c'est totalement assumé. Et c'est pas parce que le côté kitsch est assumé que la direction artistique a été à la pêche. Au contraire, n'oublions pas que c'est Messire Bava qui réalise. Mais on va prendre un exemple tout simple. Prenons ces passages en voiture. On se dit que l'incrustation du personnage qui conduit avec le décor défilant derrière est un total ratage. Mais en fait non, c'est un effet voulu par le réalisateur. Juste pour donner un effet personnage collé en premier plan pour accentuer le côté bande dessinée. Et rendre de cette manière le personnage iconique. Et pour parler de scènes devenues cultes, nous pouvons aussi parler de cette scène d'amour sur un lit recouvert de billets où notre couple de voyous honore comme il se doit leur dernier larcin. Je parlais de la musique typée 60s tout à l'heure, mais en fait c'est tout le film qui baigne dans cette ambiance. Pouvons faire penser à la série Batman de cette époque, mais surtout à chapeau melon et bottes de cuir, de même qu'une belle influence jazz bondesque, avec énormément de gadgets déployés tout le long du film. Il y a certaines mauvaises langues qui vont encore dire que ce film est en fait un nanar, mais encore une fois le terme nanar sera mal employé. On peut critiquer certes le scénario qui tient sur un timbre-poste, ou encore certaines choses qui peuvent paraître invraisemblables, mais... quel intérêt cela aurait ? Le scénario fonctionne très bien comme ça, et on suit le film avec plaisir. Et de plus, le film n'est pas exempt d'humour noir, que beaucoup pourraient trouver too much. Mais encore une fois, nous sommes face à un film totalement pop, psychédélique et délirant, mais traité avec un total sérieux et respect, alors que beaucoup d'autres réalisateurs l'auraient traité par-dessus la jambe. Pour l'anecdote, sachez que l'enveloppe budget de départ que Dino De Laurentiis avait attribuée au film était de 3 millions de dollars. Mais fidèle à ses principes, Mario Bava préféra jouer de son imagination plutôt qu'avec les billets, contrairement à ses héros. Et il finira le film pour à peine 400 000 $. Autant dire que le producteur fut très impressionné et il proposa à Mario Bava de tourner un Danger Diabolique 2. Mais malheureusement, Mario Bava n'était pas très enthousiaste pour retravailler avec le producteur et le projet ne vit jamais le jour à notre grand malheur. Le film aujourd'hui bénéficie d'un certain culte, certains le considérant comme un nanar kitsch, dont je ne fais pas partie, et d'autres qui trouvent que ce film est une vraie pépite de vrai cinéma de divertissement, qui est en plus la patte d'un vrai artiste, et je fais partie de cela. D'ailleurs, un petit message pour les distributeurs, si vous pouviez sortir un petit Blu-ray en zone B, avec la version française, ce serait pas mal. Voire même un DVD zone 2, je suis pas regardant, mais ce serait bien qu'il soit sorti en version française. Merci. Allez, c'est pas qu'il se fait tard, mais je me fais chier, alors je vous souhaite une bonne journée. Bien, si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu. Et si elle vous a pas plu, c'est déjà bien d'être allé jusqu'au bout. Vous pouvez vous abonner et laisser un petit commentaire aussi. Allez, à plus.